Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Si les fleurs sont devenues pour nous un moyen d'exprimer notre attachement envers une personne, leur objectif initial n'est bien sûr pas d'être jolies à nos yeux. Les fleurs ont en effet pour but premier d'attirer les pollinisateurs. Dans une relation normale, chaque partie tire profit de sa condition par l'aide que l'autre lui apporte. Les plantes profitent de la mobilité des pollinisateurs qui, en les butinant, permettent la fécondation et donc la reproduction de ces dernières, ce qui est beaucoup plus efficace que de laisser le vent s'en charger. Les pollinisateurs voient de leur côté dans les fleurs un buffet géant, car mis à part leur couleur chatoyante et les parfums suaves qu'elles dégagent, les fleurs renferment un nectar sucré qui les intéresse au plus haut point. D'autres comme les abeilles ne se contentent pas du nectar, utilisant également le pollen comme source d'alimentation. Au passage, si dans l'imaginaire collectif le terme de pollinisateur évoque des petites bêtes, et plus spécifiquement des insectes, cette idée est construite sur la généralisation des pollinisateurs comme l'abeille ou le papillon. Pourtant, même si les insectes représentent bel et bien la majorité des pollinisateurs, d'autres animaux peuvent remplir ce rôle, comme c'est le cas notamment des oiseaux avec les colibris, ou des mammifères avec les chauves-souris qui sont des exemples non exhaustifs. Parmi les plantes admirées pour la beauté de leurs fleurs, nous pouvons sans aucun doute affirmer que les orchidées raflent la première place du podium. Ces dernières sont présentes un peu partout à la surface du globe, principalement grâce à deux de leurs capacités. La première qui est leur extraordinaire capacité d'adaptation, qui leur a permis de prendre des formes diverses, leur assurant de se maintenir dans des environnements extrêmement variés, et la seconde est une combinaison de tactiques leur permettant d'assurer leur pollinisation de manière peu conventionnelle. Car si l'orchidée semble avoir une relation au premier abord banale avec les pollinisateurs, nous allons voir qu'il n'en est en fait rien. Pour très succinctement expliquer ce qu'il faut savoir sur la fleur des orchidées, ces dernières sont toujours formées sur le même modèle, décliné à loisir. Elles sont donc composées de 3 sépales et de 3 pétales. Notez au passage que le nombre 3 fait bien partie de la fameuse suite de Fibonacci qui relie donc les plantes au nombre d'or. Il y a de grandes chances que vous n'ayez jamais entendu parler du terme de sépale. Un exemple de sépale, ce sont les petites parties vertes que l'on peut voir à la base des roses. Cependant, chez les orchidées, le rôle de sépale ne se limite pas à un rôle de protection, puisqu'ils font intégralement partie de la composition de la fleur. Lorsque les sépales et les pétales occupent ainsi le même rôle, on parle alors de tépale. Alors ce n'est pas quelque chose qui est rare dans la nature, puisqu'on peut également l'observer chez le lys ou la tulipe. Le pétale situé en bas de la fleur, nommé le labelle, se démarque cependant du lot puisqu'il possède une forme modifiée, permettant généralement aux pollinisateurs de se poser sur la fleur. Jusqu'ici, la fleur d'orchidée semble banale, mais vous allez voir qu'il n'en est rien, et nous allons passer en revue quelques-uns des plus mauvais tours joués par les orchidées aux pollinisateurs. Vous connaissez sans doute l'adage « l'imitation est la plus sincère des flatteries ». S'il est courant de rencontrer des animaux inoffensifs utilisant le mimétisme pour se faire passer pour une espèce dangereuse, le recours à cette tactique dans le monde végétal est plutôt rare. Mais c'est néanmoins la tactique utilisée par certaines orchidées, les épidendromes, qui vont alors produire des fleurs ressemblant fortement à celles des asclépias, dont les papillons monarques raffolent et qui viennent les butiner pour leur succulent nectar. Cependant, notre orchidée ne produit aucun nectar et n'a donc strictement rien à offrir aux pauvres lépidoptères. Il repart donc l'estomac vide, non sans emporter au passage le précieux pollen collé à son proboscis. S'il visite par la suite une autre fleur d'épidendrome, il y déposera le pollen permettant la fécondation de la fleur, et ce sera alors le prémisse à l'émergence d'une prochaine génération d'orchidées qui utilisera encore une fois le mimétisme pour parasiter la relation entre le papillon monarque et l'asclépia. Le mimétisme n'est en revanche pas la seule forme de faux semblant déployée par les orchidées. D'autres, comme les cypripédiums, surnommés les sabots de Vénus, utilisent une tactique beaucoup plus fine. Ces tépales sont parsemées de petits points ressemblant de loin à une colonie de pucerons. Les amateurs de chair de puceron vont venir visiter la fleur, leurrés par l'attrait d'un véritable festin. Une fois posée sur la fleur, la surface glissante des tépales va alors précipiter la malheureuse bête dans le labelle, qui forme alors une coupelle géante. L'intérieur du labelle est beaucoup trop étroit pour laisser l'insecte s'envoler, et ses parois glissantes sont un piège loin d'être mortel. Sa structure va en effet guider l'infortuné à l'arrière du labelle, où se trouve une zone recouverte de petits poils formant une échelle menant vers la salvation. Cependant, le but de tout ce dispositif est de forcer l'insecte à traverser le centre de la fleur, où le pollen va alors pouvoir s'accrocher à son corps. Mais non contentes de jouer sur l'appétit de leurs pollinisateurs involontaires, certaines espèces poussent la duperie un cran au-dessus en jouant sur leurs instincts de reproduction. C'est le cas par exemple des Ophrys, Trichoceros, Bulbophyllum, Dracena et tant d'autres orchidées dont les fleurs imitent grossièrement la forme et la couleur de l'insecte pollinisateur. Cependant, leur principal atout ne se résume pas à une vague ressemblance de la fleur avec l'animal, mais dans leur parfum.
car contrairement à l'écrasante majorité des fleurs qui produisent un parfum attirant à elles tous les pollinisateurs alentours, ces fleurs d'orchidées ne semblent pas avoir le moindre parfum. Notre nez est en effet incapable de détecter les molécules émises par cette dernière, puisqu'elles sont de façon structurelle extrêmement similaires aux phéromones produites par les femelles prêtes à s'accoupler. Par ce mélange d'imitation visuelle et olfactive, les mâles convergent alors vers les fleurs. En tentant sans succès de charmer la fleur afin de se reproduire avec cette dernière, ce sont au contraire eux qui vont participer à la reproduction de cette dernière en se retrouvant chargés du pollen. Le Dracaena va même plus loin, puisque ces fleurs, grandement dépouillées, possèdent un labelle articulé un peu à la manière des plantes carnivores. Contrairement à ces dernières qui cherchent à attraper l'insecte pour le digérer, le labelle du Dracaena va alors catapulter son courtisan vers les pollinies afin que ces dernières puissent se coller sur son dos. Le système est d'une efficacité redoutable puisque les insectes possèdent un odorat extrêmement fin tant la concurrence reproductive peut être rude. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les orchidées sont, pour leurs besoins reproductifs, devenues des reines incontestées de la ruse dans le règne végétal. Loin des relations plus équilibrées de mutualisme que l'on peut observer ailleurs, où les pollinisateurs participent activement à la reproduction de la plante en échange de nectar et de pollen, les orchidées recourent à des procédés leur permettant de se reproduire à l'insu de leurs pollinisateurs. Par mimétisme, en prenant l'apparence d'une autre fleur, en créant un piège ou en se travestissant pour prendre l'apparence d'un insecte tout en émettant une odeur proche des phéromones de la femelle, la plupart des orchidées arrivent à se reproduire sans ne jamais rien donner à leurs pollinisateurs. La duperie consistant à se faire passer pour une femelle peut même s'avérer extrêmement efficace pour la plante, en s'assurant que seuls les mâles d'une espèce très spécifique d'insectes viennent pour la polliniser, et donc que ces derniers repartent spécifiquement vers des plantes de la même espèce. D'autant plus que, contrairement aux plantes fabriquant une grande quantité de pollen, fait de grains microscopiques, les orchidées concentrent tous leurs efforts dans deux petites boules nommées les pollinies. La perte d'une pollinie est donc très risquée pour la plante, ce qui explique en partie les efforts déployés dans le mimétisme de la fleur. Cependant, le revers de la médaille d'une telle stratégie est conséquente. Certaines espèces dépendent donc intégralement pour leur reproduction d'une seule et unique espèce d'insecte, et encore plus spécifiquement de l'appétit sexuel du mâle au sein de cette espèce. Avec le réchauffement climatique, la période de reproduction des insectes avance dans l'année, mais à un rythme différent de l'avancée de la floraison des orchidées, ce qui rend leur fenêtre de cohabitation temporelle, et donc la possibilité de pollinisation, de plus en plus étroite. Pire encore, il suffit que le pollinisateur disparaisse, ou que les zones de répartition des deux espèces ne coïncident plus, pour que la reproduction de la plante devienne alors naturellement impossible. C'est justement le problème qui se posa avec la vanille, qui, vous ne le savez peut-être pas, est une orchidée. Je vais donc vous raconter l'histoire qui entoure la pollinisation de la seule orchidée entrant dans l'alimentation humaine. La vanille étant une orchidée, sa tactique de reproduction fait intervenir une espèce d'abeille endémique d'Amérique centrale dont elle est originaire, le Glossa viridissima. À cause de son utilisation en tant qu'épice, ainsi que du prix prohibitif de ses gousses, les colons européens ont tenté de faire pousser la vanille un peu partout dans leurs colonies tropicales. Il faut reconnaître que la multiplication de la plante est extrêmement simple, puisqu'il suffit de couper un bout de quelques dizaines de centimètres et de le replanter pour avoir une nouvelle plante en quelques semaines. Sa pousse reste, bien que la plante soit exigeante sur ses conditions, assez aisée et ne demande pas énormément d'entretien. Les propriétaires terriens étaient donc ravis de voir leur vanille fleurir et dépités de ne jamais voir la moindre gousse à l'horizon. Si des pollinisations artificielles ont déjà été effectuées en 1936 par le naturaliste belge Charles Moren, puis l'année suivante par l'horticulteur français Joseph Neumann, tout va changer 4 ans plus tard. C'est à un jeune esclave de 12 ans, nommé Edmond, initié par son maître passionné à l'horticulture et visiblement très doué dans le domaine, que l'on doit la possibilité de polliniser manuellement les fleurs de vanille. D'un naturel curieux, le garçon finit, à l'aide d'une aiguille assez fine, par réussir à repousser la bande de peau séparant le pollen de la partie femelle de la fleur. Il arrive ainsi à féconder cette dernière et à obtenir ses premières gousses. Ce procédé est toujours de nos jours celui utilisé afin de féconder les fleurs et d'obtenir les précieuses gousses de vanille. La reproduction de la vanille hors de sa région d'origine va enfin démarrer et son commerce va rapidement prendre de l'essor, faisant alors la richesse de l'île Bourbon. Quant à Edmond, il ne tira aucune richesse de sa trouvaille, qui fut pourtant le point de départ de l'enrichissement des planteurs. En 1848, l'île Bourbon est alors renommée île de la Réunion, tandis que l'abolition de l'esclavage est promulguée. Edmond devient alors un homme libre et reçoit le nom d'Albius, du latin alba qui signifie blanc ou pur, en référence à la couleur opaline de la fleur de vanille. Il prendra un travail d'aide cuisinier pour subvenir à ses besoins, puis sera condamné pour une affaire de vol et mourra dans la misère sans aucune reconnaissance en 1880.
Quoi qu'il en soit, en laissant leur reproduction aux mains, ou plutôt aux pattes, d'une seule espèce d'insecte, les orchidées jouent à un jeu dangereux. S'il leur est pour l'instant profitable, le moindre changement les oblige soit à s'adapter très rapidement, soit à disparaître, chose qui risque d'arriver à nombre d'entre elles avec le réchauffement climatique et la destruction des forêts primaires. Si les orchidées sont parfois fourbes, développant des supercheries occasionnellement alambiquées afin d'attirer à elles des pollinisateurs, ce but n'est nullement par amour immodéré de la tromperie. Leur but premier est, en effet, comme pour tout individu, de se reproduire et comme pour toute espèce de perdurer dans le temps. Si la stratégie de tromperie des orchidées a pu apparaître et se développer, c'est uniquement grâce à toutes les autres plantes qui ont au fil du temps forgé un lien fort d'entraide mutuelle avec les pollinisateurs. Car n'oublions pas que pour que nos magnifiques fleurs puissent parasiter cette relation, il a fallu auparavant que cette dite relation soit solidement établie. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui est le premier d'un diptyque sur la reproduction de l'orchidée. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.